Évidemment, on va demander à ceux qui vont se présenter à la mairie. Perdre une fille, c'est pénible, c'est terrible dans une vie. Mais perdre ses deux filles, c'est un vol qualifié. C'est une loi, c'est une obligation d'informer les victimes. Je tiens d'abord à vous dire un gros merci pour ces 14 ans. Vous avez toujours bien transmis mes messages. Puis ça, je pense, les victimes, surtout les femmes, c'est un... C'est une vidéo qui est tournée à TVA Ouais. pour vous rendre hommage. Vous êtes émotif quand vous voyez cette vidéo-là. Ça signifie beaucoup, cette vidéo-là? Bien, lorsqu'on voit dérouler notre vie sur 20 ans, 22 ans, dans 30 secondes, ça nous rappelle vraiment des souvenirs aussi bien heureux que malheureux. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur le plateau de Théovox Actualité. Ce soir, on est vraiment content et honoré de vous avoir avec nous, sénateur Boisvenu. En juin 2002, votre fille aînée, Julie, a été assassinée. Dans quelques mois, ça va faire 22 ans. Et un peu plus de 2 ans plus tard, votre fille cadette, Isabelle, est décédée d'un accident de voiture en 2005. Dieu sait que depuis, vous en avez parcouru du terrain. Ça fait beaucoup de millages. Ça fait beaucoup de millages. La première question pour vous ce soir, sénateur Boisvenu, comment on fait pour bondir d'une telle épreuve et reprendre le contrôle de notre vie et lui donner un sens après avoir vécu ce genre de tragédie comme vous avez vécu? Il y a seulement qu'une façon, c'est de ne pas vivre dans le passé. C'est de vivre dans le présent totalement et surtout de rendre notre futur meilleur. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire pour les familles dont un proche est assassiné ou est disparu. C'est ça que j'essaie de faire pour d'améliorer les droits des victimes, de leur regarder en avant. Ouais. Parce que lorsque Julie est assassinée, elle m'avait comme envoyé un message, j'avais une communication spirituelle très forte avec elle. Et elle me disait, papa, maintenant, ma mort va servir à ta cause, à s'occuper de la violence faite aux femmes. Sénateur Boisvenu, on le voit, vous êtes un homme sensible. Est-ce que vous pensez qu'une partie de votre succès, vous pouvez l'attribuer à cette sensibilité-là, cette compassion, cette empathie qui a été peut-être aussi l'essence dans votre voiture le matin pour faire en sorte que notre vie, après avoir vécu des tragédies comme ça, compte pour quelque chose, pour faire une différence, pour aider d'autres personnes qui sont victimes de ce genre de tragédie? Sûrement ma foi, puis sûrement à mon espérance. J'avais foi dans mes filles, j'ai toujours foi dans mes filles, dans le fond. J'ai une grande foi en Dieu. Oui. Et j'avais espérance que la mort de mes filles serve à quelque chose. Oui. Et c'est pour ça elles m'ont toujours accompagné, pas juste de temps en temps, mais de façon permanente à tous les jours. Elles ont été de ce combat-là. Et je suis convaincu, lorsque je vais mourir et que je vais les retourner, j'espère dans beaucoup d'années, que je vais les retrouver, elles vont me dire, papa, on a fait un bon travail ensemble. Et c'est toujours ça qui m'a motivé de dire, qu'est-ce que je peux faire avec ces drames dans ma vie? Ouais. Une chose certaine, c'est que votre foi en Dieu et Dieu lui-même vous a certainement gardé à travers tout ça, parce que c'est facile de sombrer peut-être dans une dépression, de se laisser aller, puis de perdre le sens de notre vie. Certainement que Dieu a été
un acteur principal également à travers de toutes ces choses-là. Vous avez raison de dire ça parce que lorsqu'on voit à la télévision une femme, un homme qui est assassiné, on voit l'assassin et la personne touchée, mais on ne voit pas les autres victimes autour, les victimes collatérales. On donne plus de publicité aux agresseurs. Souvent. Et c'est pour ça que l'association a été créée, d'aller vers les familles, de s'occuper des survivants. Ouais. Parce qu'eux vont rester avec ce drame-là, puis il faut leur apprendre à se rebâtir, à se reconstruire. Absolument. Avez-vous craint à un moment donné de perdre également votre fils Christian à la suite de la mort de vos deux filles? Oui, parce que Christian, à l'époque, faisait la descente de vélo de montagne. OK. Et on lui a dit à un moment donné, il faut prendre un sport un petit peu moins à risque. Et effectivement, il a comme dirait l'autre, il a mis un peu le frein sur la pédale, puis il a passé à autre chose. Mais oui, il était à l'époque où il était quelqu'un qui prenait des risques au niveau du jeu, parce que Christian, c'est un sportif. Puis je pense qu'il a compris ça. À un moment donné, il a compris qu'il était maintenant enfant unique, puis qu'on ne pouvait pas le perdre. Oui. En avez-vous voulu à Dieu? Écoutez, c'est une question que je me suis toujours posée parce que lorsque Julie est assassinée, il y avait un homme qui était responsable de ce vol-là. Donc, j'ai eu de la rage, de la colère face à cet homme-là parce que je ne comprenais pas que quelqu'un puisse enlever, assassiner une femme pour avoir une relation sexuelle. Et quand Isabelle est décédée, c'était Act of God, c'est un accident de la route. Et j'ai eu à peu près cette même colère-là, mais je me suis toujours dit, je ne peux pas en vivre. Parce que cette colère-là qui me nourrit, comment je peux aller voir les autres familles avec cette colère-là, alors que je veux leur transmettre l'amour de leurs proches, leur transmettre de l'espoir dans la vie. Donc, cette colère-là, j'ai appris à l'apprivoiser et ça s'est estompé au fil des années. Hormis la colère, sénateur Beauvenu, quels sont les sentiments auxquels vous avez dû faire face pour vous reconstruire? Sentiment de vengeance, sentiment parce qu'un père qui perd ses enfants de même, il a le goût de frapper celui qui l'a assassiné. En plus, vous faisiez du karaté, j'ai entendu dire. Oui, j'ai fait du karaté longtemps. Mais encore là, j'ai dit, j'ai vu trop de familles se nourrir de cette colère-là et mourir à petit feu avec leurs proches. C'est comme si l'assassin, en plus d'avoir tué quelqu'un, tuait les parents de cet enfant-là. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui ne m'a pas nourri de ma vie. C'est des sentiments que j'ai vécus, mais qui me sont jamais habités. Est-ce que c'est une décision de ne pas se laisser sombrer dans ces sentiments-là? Je pense au moment où vous ne regardez plus en arrière, mais que vous regardez en avant, ces sentiments-là ne peuvent pas vous habiter. Ces sentiments-là vous habitent quand vous êtes constamment en arrière dans l'événement et que vous revivez cet événement-là. C'est là que ces sentiments-là vous nourrissent, vous détruisent à petit feu. Et comme je n'ai jamais regardé en arrière dans ma vie, c'est quelque chose qui ne m'a jamais nourri. Là, c'est la retraite depuis le 12 février 2024. Le départ. Avez-vous des aspirations pour poursuivre votre vie politique à un autre niveau? Écoutez, moi, ce que j'ai dit, puis je le répète... On va avoir une primeur ici ce soir. Ce que j'ai dit, je suis ouvert à toutes les opportunités dans la mesure que ma mission centrale n'est pas altérée, qui est de défendre les droits des victimes. Si demain matin, un exemple, je devais me présenter comme député puis je devais abandonner cette mission-là, je n'irais pas dans la politique active. Si je peux mélanger les deux, la politique active est une avenue. Ça peut être retourner à l'association que j'ai fondée. Ça peut être continuer à donner des conférences, être dans les médias. Donc, ma porte est ouverte, comme toute ma vie, ma porte a toujours été ouverte en me disant, il y a quelque chose qui m'attend toujours de mieux dans la vie. Est-ce qu'on a commencé à frapper à votre porte? Oui, évidemment. Évidemment. Même avant que je quitte le Sénat. Ah oui, j'imagine. Parce que le Sénat, il y a une date de péremption. Donc, les gens connaissent la date de péremption. Donc, à ce moment-là, les gens m'avaient approché, évidemment. Et vous avez eu des propositions, j'imagine, qui sont alléchantes aussi. Oui, j'ai rencontré notre chef, Pierre Poilievre, parce qu'on sait que dans les sondages, on croit qu'on va former le prochain gouvernement. On sait qu'on va avoir un gros premier mandat pour redresser ce qu'on a perdu comme droit, les victimes, depuis 8 ans avec M. Trudeau. Donc, c'est certain qu'il va avoir besoin de quelqu'un qui parle au nom des victimes, qui travaille sur le plan législatif. Puis là-dessus, je veux dire, il connaît ma disponibilité. Absolument, absolument. Vous avez participé à combien de projets de loi? On en parlait un petit peu hors d'onde tantôt, là, mais à combien? C'est énorme. Entre 2011 et 2015, alors qu'on était majoritaire, le gouvernement a déposé 42 projets de loi. J'en ai parrainé une vingtaine. Wow. Et entre 2015 et aujourd'hui, j'ai déposé 15 projets de loi au Sénat. 3 ont été adoptés.
Et il y en a 5 actuellement qui vont être à l'étude. Donc, ça fait 18 projets de loi, 15 ou 18 projets de loi, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est tout près de 60 projets de loi en 14 ans. C'est un record? Ah, c'est un record parce qu'un sénateur va peut-être déposer 1, 2, 3 projets de loi dans sa vie de sénateur, mais d'avoir travaillé sur au-delà d'une vingtaine au moins de projets de loi où j'étais parrain, où j'ai défendu ces projets de loi-là, je pense que c'est un record Guinness. Donc, vous n'avez pas chômé au Sénat, là? Non, quand on dit que les sénateurs chôment au Sénat, je pense que je suis l'antithèse du chômeur. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Au cours de votre carrière, vous êtes fermement établi comme un défenseur des droits des victimes. Quelle est l'initiative ou la mesure législative dont vous êtes le plus fier en ce qui concerne l'aide et la reconnaissance des victimes de crimes et pourquoi? Vous en avez parlé dans l'introduction. C'est sûr que la Charte des droits des victimes, pour moi, c'est un combat de 10 ans. Oui. Au moment où je rencontre M. Harper, en 2004, et au moment où on dépose le projet de loi à la Chambre des communes en 2014, c'était un combat de 10 ans. Le programme de soutien financier pour les familles, il n'y avait pas de programme pan-canadien, un programme national pour soutenir les familles financièrement. C'était le premier qui a été adopté au Canada. Et ensuite, évidemment, tout le combat que j'ai mené pour la violence faite aux femmes, qui a débouché sur quelques projets de loi qui ont été acceptés, d'autres qui vont l'être bientôt. Ce combat-là, c'est le combat de ma vie, à cause de comment Julie est décédée. Et je pense aussi que c'est le combat que beaucoup d'hommes devraient mener. Parce que pour moi, la violence faite aux femmes, c'est d'abord, avant tout, une affaire d'hommes. Donc, mon projet de loi que j'ai déposé, qui est central, le S-205, qui va obliger les hommes à aller suivre des thérapies, qui va protéger les femmes avec le bracelet électronique, qui va être plus sévère sur ceux qui ne respectent pas leurs conditions de liberté. Il est adopté au Sénat, il est adopté au comité de la condition féminine à la Chambre des communes. Il reste maintenant aux parlementaires de la Chambre des communes de l'adopter définitivement, ce qui est une question de jour. Si je vous demandais maintenant, quel a été votre plus grand défi auquel vous avez été confronté en tant que sénateur, puis comment vous avez fait pour le surmonter? Je pense que c'est d'abord été le chien de garde depuis 2015 avec l'arrivée de M. Trudeau, parce qu'on sait que dans l'ADN des libéraux, de tout temps, ils sont plus préoccupés par le droit des criminels, par le bien-être des criminels, que par celui des victimes. Et d'avoir été chien de garde depuis 2015, d'être critique à chaque fois que M. Trudeau adoptait quelque chose qui allait à l'encontre des victimes ou à chaque fois qu'un droit des victimes n'était pas respecté, de prendre la parole publiquement. Je pense que ça a été mon défi de garder focus sur cette mission-là que je me suis donnée, de faire en sorte que les droits des victimes ne soient pas diminués à zéro avant que M. Trudeau quitte le pouvoir. Donc ça a été vraiment, au cours des dernières années, un travail de tous les instants. Oui, j'imagine. Avec le recul, sénateur Boisvenu, comment évaluez-vous l'évolution de la politique canadienne durant votre temps au Sénat, notamment en ce qui concerne la justice et soutien apporté aux victimes? Pour les criminels, c'est une avancée. Pour les victimes, c'est un recul. Ouais. Tous les projets de loi qui ont été adoptés par M. Trudeau, par le gouvernement Trudeau, c'est tous des projets de loi qui concernaient les criminels. Pensons à la loi C5, où on a appris cette semaine que 40 % des hommes qui agressent sexuellement des femmes, qui ont des sentences de moins de 2 ans, écoulent leur sentence dans leur salon chez eux. Qui, pour moi, est quelque chose de tout à fait inacceptable et contradictoire avec le débat qu'on a eu au Québec pour mieux protéger les victimes d'agressions. Les actions que le gouvernement du Québec a menées dans cette matière-là, de retourner des hommes qui ont agressé des femmes chez eux, sachant qu'une bonne partie ne respecteront pas les conditions qu'on leur donne. Ça, à mon avis, c'est un recul énorme sur le discours public par rapport aux agressions sexuelles. Sénateur Boisvenu, voyez-vous encore des domaines ou des progrès importants qui restent à accomplir? Oui. C'est sûr qu'un de mes combats que je vais mener au Québec, c'est que le Québec adopte une Charte des droits des victimes. Il y a une Charte des droits des victimes adoptée à Ottawa qui concerne les organisations fédérales. Maintenant, il faudrait que le Québec adopte une Charte des droits des victimes. Il va falloir que cette charte-là aussi soit bonifiée. Parce qu'on l'a adoptée en 2015, c'est un outil théorique. Quand on dit que les victimes ont le droit à la protection, ont le droit à l'information, ont le droit à la participation, mais ça veut dire quoi dans les faits? Et quand les victimes se plaignent de ne pas avoir été informées, comment le système juridique peut répondre à ces droits-là, comme il a répondu aux droits des criminels par rapport à la Charte des droits et libertés. Si aujourd'hui, il y a des criminels qui sont libérés de toute accusation parce que les délais sont trop longs, c'est à cause de la Charte des droits et libertés qui dit qu'on doit avoir un procès juste et équitable dans un délai raisonnable. Mais ce type de changement-là n'a pas été opéré depuis 8 ans avec la Charte des victimes. Et ça, je pense, c'est un grand défi qui attend le prochain gouvernement.
Vous connaissez Martine Janson, vous avez travaillé Ouais, avec Martine ouais, Janson. On va lui laisser le temps de s'installer, puis on revient avec la poursuite de l'entrevue avec Martine Janson et vous dans quelques instants. On poursuit l'entrevue avec Martine Janson et le sénateur Boisvenu. Sénateur Boisvenu, juste avant d'aller à Martine, pour nous, c'était important, Théovox, l'équipe de Théovox, puis je voulais profiter de la présence aussi de Martine, parce que Martine a travaillé en étroite collaboration avec vous. On a fait faire, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, je vais leur montrer, si vous pouvez regarder l'écran de face à la régie, s'il vous plaît, me ramener sur l'écran de face. On a fait faire oups, il faut toujours que je m'habitue ici, c'est pas toujours évident. On a fait faire une plaque qu'on voudrait vous décerner. Ça dit « Merci pour votre remarquable implication politique, sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. La date de votre retraite, 12 février 2024, l'équipe de Théovox voulait vous honorer et vous donner vraiment une plaque. C'est aimanté, la vitre, vous ferez attention. La vitre est aimantée, fait que c'est pas que c'est brisé si elle décroche. Si elle décroche, vous pouvez la recoller, ça recolle automatiquement. Donc, on se trouvait important de vous honorer. Peut-être le montrer à la caméra encore. On trouvait ça important de pouvoir souligner cette retraite-là. 14 ans qui a été marqué par plusieurs belles réalisations. Vous avez passé par un cheminement pas facile, vous avez su rebondir, vous êtes un exemple, vous êtes inspirant pour plusieurs Canadiens, plusieurs Québécois aussi, donc on veut saluer ça. J'ai connu, moi, personnellement, votre frère, Paul. Ouais. Personnellement, ça a été mon client pendant des années, on s'est liés d'amitié. Ça aussi, ça a été une autre épreuve auquel vous avez dû faire face. C'était votre frère jumeau. Vous étiez, dans votre cas, vous étiez, moi, je dirais, vous étiez identiques, là. Vous étiez des jumeaux identiques. Ouais. Et je veux vraiment saluer le courage, la force de caractère, et puis la personnalité que vous êtes pour tous les Canadiens. Bien, j'apprécie beaucoup, vraiment. Là, c'est une marque de reconnaissance qui me touche beaucoup au cœur. Bien, ça me fait plaisir. Martine, toi, tu as connu le sénateur comment? Dans quelles circonstances? Et quel impact? On s'est rencontrés la première fois dans un restaurant. On s'en allait parler de violence conjugale. Ouais. Puis, je pense que le déclic s'est vraiment fait parce que moi, ce monsieur-là, il m'impressionne. Mm-hmm. C'est d'arriver en violence conjugale, c'est vraiment incompris. Les gens, ils écoutent, mais ils n'écoutent pas vraiment. Mm. Puis, le sénateur, c'est tout autre chose. Quand on y parle, il écoute. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui va être au Sénat puis qui va prendre la peine de répondre à tout le monde qui écrit. Tu sais, les femmes, ils écrivent, puis ils disent, OK, tu sais, appelle Martine, elle va t'aider. Il a répondu, là. Ouais. Puis toutes les femmes disent, il m'a répondu. Pour nous, c'est beaucoup. Et comme moi, quand je suis allée au Sénat, pour quelqu'un qui est au Sénat, c'est pas grand, mais moi, quand je suis allée au Sénat, c'est comme, hey, j'ai accompli quelque chose de grand. Mais il nous donne la chance, il croit en nous, il croit en nos capacités de femmes, il croit en nos forces, puis il le démontre. Fait que les femmes, ils sont fiers d'être avec le sénateur, ils disent « Hey, wow, il est là pour nous. » Ça a une grande, grande valeur inexplicable. Là. On va parler à des gens, c'est pas comme le sénateur, c'est dur à expliquer. C'est un homme qui est à l'écoute, puis qui nous donne une voix, puis qui nous fait sentir qu'on a le droit à la vie, on a le droit d'être bien. Puis tantôt, il parlait du passé, puis moi, c'est ça que j'enseigne aux femmes. Tu sais, je peux pas t'enlever ton viol. Je peux pas t'enlever tout ce que tu as vécu, mais je peux t'amener où ce que tu veux aller, par exemple. Puis c'est ça qu'on va travailler. Puis c'est le fun parce qu'on est, tu sais, sur le même minding. Puis on a le cœur pour la même cause. Fait que ça a formé une super belle équipe. Tu sais, le sénateur, il parle doux, puis moi, je parle rough. Parle rough de temps en temps. Ça dépend avec qui. C'est ça, mais tu sais, nos personnalités ont fait un bon match avec toutes les femmes. Tu sais, il a parlé à tout le monde, il a rencontré tout le monde, il est allé partout pour nous, là. Il n'y a pas personne. Tu sais, je vais avoir 53 ans, puis j'ai pas vu personne faire ça pour les femmes. Il s'est levé en notre nom, c'est un homme, là, c'est pas une femme. J'en ai pas vu d'autres faire ce qu'il fait, là. Tu sais, nous autres, on dit que c'est notre héros, c'est comme ça qu'on l'appelle, là. Oui. Qui a initié le contact, Martine? Est-ce que c'est toi ou c'est le sénateur? C'est toi qui m'avais contacté, oui. Ouais. Parce que, depuis des années, des femmes me racontaient leur histoire dans le système de justice. Puis je me disais, ça n'a pas de sens. Puis on a une charte des droits des victimes. Comment ça que les femmes sont aussi ignorées, non crues souvent? Est-ce que ça fait qu'on les croit moins ou qu'on les croit pas? On les croit pas souvent. Et Martine, j'avais connu un peu son histoire. Donc j'ai dit, garde, je vais te donner le crayon. Ouais.
puis vous allez écrire le projet de loi pour vous autres, pour les femmes. Wow. Fait que dites-moi. Fait que là, on s'est rencontrés. Tu étais rendu en dernier avec une centaine de femmes dans son Une réseau. centaine de femmes. Tous victimes de violences conjugales. Et dans le fond, on a regardé à peu près toute leur expérience dans le système de justice. Puis on a dit, à quel endroit vous voulez être mieux écouté, mieux participer, etc. Puis où vous voulez être mieux protégé. Puis c'est à partir de là qu'on a dit, OK, il faut changer ça au code criminel, il faut changer ça. Puis on est arrivé avec un projet de loi costaud, qui dans le fond leur appartient, parce que c'est eux qui l'ont presque écrit. Moi, j'ai juste été leur véhicule. Ouais. Puis quand on l'a présenté au Sénat, il a été adopté unanimement au Sénat. Excusez-moi, la Chambre des communes, c'était un petit peu différent. Ouais. Il y a eu une game politique qui s'est jouée, puis on a peut-être perdu quelques plumes, mais il reste quand même que ce projet de loi-là, une fois qu'il va être adopté, on a le pied dans la porte, on a un nouveau chapitre dans le Code criminel qui va parler de violence conjugale plutôt que ce soit éparpillé partout. Donc, on va vraiment, ça va être un point de départ et non un point d'arrivée. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, ce projet de loi-là? Ça va changer d'abord, les femmes vont être protégées parce que lorsque l'individu qui va être remis en liberté, il y a à peine 10 des hommes qui sont des agresseurs qui vont à un procès. 90 reprennent leur liberté. Donc, on va les protéger. Ouais. Elles vont reprendre leur liberté. Parce que l'individu qui est remis en liberté, 50 ne respectent pas leurs conditions, vont continuer à harceler leur ex-conjointe. Elles sont en prison. Ça va faire en sorte que c'est elles qui vont être libérées et le criminel, avec un bracelet à sa cheville, lui, il va être surveillé. Ensuite, ce même individu-là va être obligé d'aller chercher une thérapie. On va arrêter d'avoir des portes tournantes dans les palais de justice où un gars va faire 1, 2, 3 conjointes victimes. Ouais. On va stopper ce processus-là chez l'homme violent. Ouais. Parce qu'il y a des hommes, on l'a toujours dit, il y a le pervers narcissique, dangereux, violent, qui, lui, ne changera pas, mais il y a celle qui est impulsive, qui est arrivé des choses, qui a eu des traumatismes, qui a eu, puis sa seule réaction. Fait que la seule chance qu'on a, c'est pas en le mettant en prison qu'on va le changer. Je sais que beaucoup de monde disent, oui, tu sais. Non, il a besoin d'aide. Il n'est pas né violent. Le pervers narcissique, c'est différent. Mais si on les met en thérapie, on va avoir des spécialistes qui vont pouvoir dire pervers narcissique, puis qui vont pouvoir aider à l'homme qui avait juste besoin d'outils de changer. Les deux, ils se ressemblent, mais nous qui est intervenantes, on la voit, la différence. On dit, lui, il a la possibilité. Premièrement, cet homme-là, il voudrait les services, puis il en aurait besoin. Il ne sait même pas faire, c'est même pas rien. Fait que nous, dans notre projet de loi, on disait, regardez, de le mettre en prison, il sort de là, il repart après elle. Crème, donnez-y la chance au moins d'avoir des outils, puis si c'est quelqu'un qui a possibilité de changer, vous venez de sauver une vie. Martine, on est aussi ici aujourd'hui pour honorer les réalisations du sénateur Beauvenu. C'est quoi? Tu l'as connu un peu plus que la plupart des Canadiens. Qu'est-ce que tu dirais qu'est la plus grande qualité du sénateur? Là, c'est dur à donner juste une. Donne-en 10. Son intégrité, sa sensibilité, sa présence, son écoute, le sénateur, il a une parole, c'est ce qu'il dit, c'est comme vrai, c'est pur, tu sais qu'il dit ça, c'est ça, puis tu sais que tu peux, c'est la confiance en grand, je sais pas s'il y a un mot plus grand que la confiance. Moi, ce que j'apprécie, c'est, hier, on s'est texté, le sénateur et moi, et puis sur nos cellulaires, puis j'ai apprécié ce que vous avez dit, parce que vous êtes un homme de parole. Vous m'avez dit, je suis vraiment occupé, je ne veux tellement pas oublier l'entrevue, faites juste me renvoyer un rappel aujourd'hui, cet après-midi. Ça démontre comment vous prenez au sérieux vos engagements. Puis ça, c'est tout à votre honneur, parce que des gens qui seraient peut-être dans vos chaussures aujourd'hui, qui diraient, je suis parvenu, j'ai réalisé beaucoup, maintenant, les gens qui me courent après, je vais les laisser me courir après, j'ai plus besoin de me soucier d'eux. Mon avenir à moi, je l'ai pris en main, puis je me suis pris en main, mais vous êtes encore là en train de vous donner, en train d'être accessible, en train de retourner vos appels. Mais les médias ont été très importants depuis 22 ans. Ouais. C'est notre relais pour aller parler aux familles, aller parler aux femmes. Donc, moi, j'ai une relation privilégiée avec les médias. Ouais. Ils m'ont donné tant d'occasions, leur micro, leur studio, pour parler aux familles. Ouais. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour ça. Mais tu sais, il ne le fait pas non plus pour être une tête d'affiche. Hein? Mais non, je sais. C'est tellement pas ça. Tu sais, c'est pas pour la parure. C'est tout le contraire de ça. Là. L'humilité.
Oui, puis on le sait, nous autres, qu'il va continuer à se battre pour nous autres, quelle que soit la façon. Ouais. Il va le trouver, la façon. Là. Le plus beau moment que tu as vécu avec le sénateur? Je pense que c'est quand je pense que c'est la première fois que je l'ai rencontré. Oui. Mais moi, je te dirais, c'est quand tu es venu à la petite cérémonie quand j'ai quitté le Sénat. Ah oui, oui. Quand j'ai quitté le Sénat, on m'a dit, le caucus est conservateur. Ouais. On dit, tu peux inviter des invités. Et mon idée était instantanée. J'ai invité 4 femmes victimes. Puis lorsqu'on était tous les sénateurs ensemble, puis des députés qui étaient là, puis j'ai dit, regardez, c'est pour eux autres qu'on travaille. Ouais. N'oubliez jamais ça. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir, sénateur Beauvenu. Je vous souhaite encore une longue vie dans le milieu politique, puis continuer d'impacter les gens. On va sûrement se revoir en studio ici. Assurément, assurément. Merci beaucoup. Merci Martine d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Plaisir. Merci. Merci. Vous savez, on a ici vraiment, ce qui me touche, c'est qu'on a vraiment l'humilité à travers la grandeur des réalisations que le sénateur Beauvenu a fait, détient des records à la Chambre haute. Et c'est vraiment touchant de voir ça. Et en fait, je vous dirais, ce qui me touche particulièrement aussi, c'est de voir comment cet homme s'est relevé des épreuves qui en auraient cloué plusieurs à terre. Et ça me fait penser, j'avais le goût de vous donner 2 versets qu'on retrouve dans la Bible qui sont extraordinaires. Ça dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le psaume 50-15 va nous dire, « Invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et c'est des versets sur lesquels on peut s'accrocher. Tous et chacun d'entre nous allons faire face à différents degrés, à différentes mesures, à différents niveaux, à des tribulations dans notre vie. Mais ne jamais oublier que Dieu est là pour nous délivrer de nos détresses et de nos tribulations et de nos défis, de nos épreuves. Et le sénateur Beauvenu est un exemple d'un homme qui a une foi qui s'est relevé et qui a mis sa confiance en Dieu à travers ses épreuves.